comme ça, et puis il y avait quelque chose qui sortait du corps, et j'allais au-dessus de moi. Et je me souviens, j'étais très conscient, je dis « Ah, mais dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Et après je dis « Ah, mais je ne veux pas y aller trop loin, parce que je sentais que mes pieds étaient au-dessus de moi. » Je dis « Ah, mais il ne faut pas que je retrouve, que j'oublie où est-ce qu'il faut re-rentrer pour que je puisse revenir dans mon corps. » Je me suis retrouvée comme dans un cosmos, avec toutes ces étoiles, couleurs différentes. Et je me suis retrouvée là, avec aucun bruit, silence total. J'ai vu tout un panorama avec des êtres qui se déplaçaient. Quand un d'entre eux est sorti du groupe pour s'approcher de moi, j'étais ravie, quoi. Je me suis dit, il va peut-être y avoir un échange, une communication qui va se faire avec lui. Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voyage entre deux mondes, universel et décrite à travers les âges, les expériences de mort imminente fascinent et dérangent. Depuis les années 70, face aux innombrables témoignages, des scientifiques tentent toujours de percer cette énigme. Nous sommes dans la région de Reims. Véronique a rendez-vous avec son généraliste. Il a fallu qu'une relation de confiance s'établisse pour qu'elle lui raconte son vécu extraordinaire, son expérience de mort imminente, qu'on appelle EMI. C'est arrivé suite à un anévrisme, l'occlusion d'une veine au cerveau. Bonjour. Bonjour. Héliportée d'urgence, elle a passé 12 jours dans le coma. Je me réveille à l'hôpital avec une sensation bizarre, c'est de se regarder. Et en fait, moi je suis à côté. C'est-à-dire que vous avez vu de l'extérieur ce qui se J'étais passait. à l'extérieur de mon corps. Je me suis vue moi, j'ai vu plein d'appareils. Et ensuite, il y a une... J'appelle pas ça une lumière, moi j'appelle ça une clarté. Mais quelque chose qui est très clair, très clair. Et on a envie d'y aller, quoi. Parce qu'on sait qu'on va être bien. C'est très doré, ça scintille énormément. Et puis surtout, c'est que on voit des ombres, quelques ombres qui apparaissent, qui disparaissent, des voix. Mais des voix douces, c'est tout le temps en douceur. Alors que de l'autre côté, on entend quand même des choses brutales, un ciseau qui va tomber, un cri parce qu'il faut perfuser. Et vous avez les deux sensations. C'est ça qui est surtout impressionnant. Donc, si je comprends bien, c'était comme deux mondes mondes qui se chevauchaient. Qui se chevauchent, voilà. Ayant vécu une EMI, Véronique est ce qu'on appelle une expérienceur. Aide à domicile, elle n'en avait jamais entendu parler, ni du phénomène de décorporation avant que cela ne lui arrive. Il n'y a pas d'image, il y a des ombres, mais pas de personnes visibles. Mais vous les reconnaissez, vous les entendez. Pour moi, c'était des défunts. C'était ma grand-mère, avec qui j'étais en fusionnel, et c'était mon papa, que je venais de perdre il y avait, je crois qu'il y avait à peine 3 ans. J'avais l'impression que ma grand-mère, elle voulait surtout que je comprenne que c'était pas maintenant, qu'il fallait repartir. Qui sait ce qui serait arrivé après? Est-ce que si on rentre plus dans la lumière, est-ce que c'est là que, c'est la mort en fait, c'est fini? Je sais pas, mais bon, on est revenu. Vous me paraissez déçu. J'aimerais bien retourner de temps en temps. J'aimerais bien. Le temps a passé. Pourtant, son voyage au limbe de la mort l'interroge encore. J'ai assisté à ma propre résurrection, renaissance. C'est un peu extraordinaire. Hein. Est-ce que ça peut exister? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on sort de son corps? Mais qu'est-ce qui sort de notre corps? Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est je sais pas, quelque chose qui sort et qu'on se voit? Ce que vous avez vécu, ça porte le nom d'expérience de mort imminente. Oui. Une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose de réel qui existe. Et ce qu'on est certain aussi de par la recherche scientifique à l'heure actuelle, c'est que ce ne sont pas des hallucinations. Vous n'êtes pas folle, vous n'avez pas rêvé. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est pourquoi ça survient. Pourquoi et comment.
Le docteur François Lallier est un spécialiste des expériences de mort imminente. Il a osé consacrer sa thèse de médecine à cette thématique inhabituelle et a obtenu les félicitations du jury, couronnant ainsi le sérieux de sa recherche et marquant l'évolution des mentalités sur cette question. Le nombre de personnes qui a vécu cette expérience de mort imminente est effectivement énorme. Et selon les études, effectivement, aux États-Unis, on s'était rendu compte que c'était peut-être 5% à peu près de la population. C'était sur des études des années 75. En Allemagne, on s'est rendu compte que c'était 4% à peu près. Moi, mes propres travaux sur des patientèles de médecine générale adulte m'ont montré 4% aussi. Et c'est vrai que, par exemple, en France, ça représenterait en gros la population de Paris intramuros qui aurait vécu ça. C'est-à-dire que toute personne a dans son entourage une personne qui a vécu une expérience de mort imminente. C'est obligatoire. Mais par contre, tout le monde ne le dit pas. Et comme c'est un tabou, bien souvent, les gens ne sont pas au courant. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument faire, c'est dédramatiser cette expérience et en discuter. C'est important pour vous de pouvoir en parler à votre médecin? Oui. Oui, ça a été important parce que c'est la première personne qui m'a écoutée. Alors qu'avant, on m'avait jugée. On m'a souvent dit que j'étais folle. Quand on est mort, on est mort. Quand on est vivant, on est vivant. Mais on ne peut pas être mort et vivant en même temps. Est-ce que vous êtes convaincu que cette patiente a fait une expérience de mort imminente ou il pourrait y avoir un doute? Quel est le distinguo avec une hallucination mystique, avec des rêves? Alors les éléments déjà du discours, parce que les expériences de mort imminente sont caractérisées par un certain nombre d'items comme la vision d'une lumière qui est perçue comme très souvent éclatante mais non éblouissante, c'est un peu le paradoxe. Ça va être caractérisé aussi par la vision de proches décédés, la revue de vie, tout simplement aussi la vision de son propre corps, de l'extérieur, et surtout une sensation de paix, de bien-être extrêmement importante. Une perte du notion du temps. Il peut y avoir aussi une sensation de tout connaître, de tout comprendre sur le monde, sur la nature, etc. Donc il y a vraiment des items qui sont assez précis, qu'on retrouve dans les échelles. En 1983, le psychiatre américain Bruce Greyson a été le premier à créer une échelle, c'est-à-dire un système pour évaluer les EMI. Professeur à l'Université de Virginie, il est un des spécialistes de renommée mondiale. Constitué d'une série de questions, cet outil permet de déterminer s'il s'agit bien d'une expérience de mort imminente. En voici quelques exemples. Vous êtes-vous senti séparé de votre corps? Vous a-t-il semblé entrer dans un autre monde, un monde immatériel? Avez-vous vu des scènes du futur? Les chercheurs considèrent qu'il faut atteindre un score minimum de 7 sur 32 pour confirmer une EMI. Nous sommes à Liège, au Coma Science Group, l'un des 2 plus grands centres universitaires de recherche en Europe sur les EMI. Ici, l'équipe utilise cette échelle pour leurs études scientifiques. Ils ont d'ailleurs récemment rajouté de nouveaux critères, le caractère ineffable de l'expérience et les émotions négatives. À la tête de ce laboratoire, le neurologue Stephen Lorace tente d'élucider le mystère de ce qui se passe dans le cerveau pendant une EMI grâce à la technologie moderne. C'est fascinant de voir comment, quand on fait un arrêt cardiaque, qu'il n'y a plus d'apport sanguin, il peut néanmoins y avoir ces perceptions, ces émotions tellement intenses et détaillées. Pour le moment, ce qui se passe dans le cerveau, lors d'une expérience de mort imminente, personne ne le sait. On essaie juste d'avancer dans un domaine compliqué en écoutant les personnes et puis en faisant nos mesures sans grand a priori dogmatique. C'est-à-dire que toutes les personnes ici au CHU de Liège qui survivent les soins intensifs, on va poser la question, est-ce que vous avez eu des souvenirs? Et si oui, on va aller vraiment essayer de mieux comprendre et alors au plus vite faire des images avec ces super machines qui nous permettent de mesurer peut-être des petites cicatrices et de tester nos hypothèses. Découvrir des traces dans le cerveau suite à une EMI, c'est ce que traque le professeur Lorace. Car impossible de poser des électrodes quand une personne est en urgence vitale, c'est toute la difficulté de la recherche dans ce domaine.
Cependant, différentes études internationales arrivent à la même conclusion. 10 à 15% des personnes qui ont survécu à un arrêt cardiaque ont le souvenir d'une EMI. Des chiffres confirmés par les récents travaux du docteur Lallier. Ma thèse a innové dans le sens où, moi, mon but a été d'explorer les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux des patients, les médicaments qu'ils prenaient avant, pour voir si on ne pouvait pas trouver une explication sur leur état de santé antérieur. Avec comme postulat de départ que si jamais on considère l'expérience de mort imminente comme étant une hallucination, probablement on trouverait plus d'expériences de mort imminente chez les gens qui avaient des antécédents psychiatriques, une maladie psychiatrique. Si l'expérience de mort imminente est une anomalie électrique, une crise d'épilepsie, on trouverait probablement plus de personnes qui ont vécu cette expérience dans les gens qui ont des problèmes neurologiques. Donc c'était le postulat de départ. Ce que j'ai réussi à montrer, c'est que c'était l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui avaient des antécédents psychiatriques et neurologiques avaient tendance à vivre moins d'expériences de mort imminente que les personnes qui n'en avaient pas. Donc en fait, l'explication vis-à-vis de ces antécédents, elle serait peut-être là, c'est que ça viendrait altérer la capacité du cerveau à se souvenir de l'expérience. Ainsi, ni les médicaments ni les maladies psychiatriques ne sont à l'origine du phénomène. De plus, il faut un bon fonctionnement cérébral pour se souvenir d'une EMI. Au terme de son étude, le docteur Lallier en est arrivé à émettre une hypothèse totalement interpellante. Une des suppositions et une des conclusions de ma thèse, c'est que tout le monde vit une expérience de mort imminente lors d'un arrêt cardiaque. Mais tout le monde ne s'en souvient pas. Par exemple, les enfants ont une capacité de mémorisation qui est exemplaire comparée à des personnes qui sont plus vieillissantes. Et on constate dans les arrêts cardiaques qu'environ 60% des enfants se souviennent de leur expérience de mort imminente à la suite de l'arrêt cardiaque, alors que c'est que 15% des adultes. Vous avez bien entendu, les enfants sont 4 fois plus nombreux à avoir des souvenirs d'EMI. Lucas fait partie des adultes qui s'en souviennent. À 45 ans, il a survécu à la foudre. Sa femme et lui se rappellent de l'accident. J'ai rassemblé les photos. Il y a même un article de journal. Un homme survit à la foudre. Et c'est toi. Tu te souviens? Un lieu magnifique. Ça, c'est la lampe qui a pas reçu la foudre et puis celle qui l'a reçue. Ouais. Ouais, des feux, hein. Puis les traces là au plafond, tout est fondu. Ouais, c'était... Quelle chance que le chalet n'a pas pris feu. Hein. J'étais avec la famille sur un alpage à 2200 mètres d'altitude, au Val d'Hérence. Et puis, c'était le soir, il y avait un orage qui est arrivé. Et on sentait que c'était vraiment un orage assez conséquent. Et en fait, il y a l'éclair qui est tombé devant le chalet. Puis étant donné que j'étais dans l'ouverture de la porte, il m'a chopé au passage. Et donc, j'étais foudroyé. Elena qui crie « Papa, papa !» Là, je vois qu'il est par terre. D'abord, j'ai cru qu'il faisait de l'imbécile, mais j'ai vite compris que c'était autre chose. D'abord, voir s'il respirait un petit peu, il respirait un tout petit peu. Après, je sais pas pourquoi j'ai levé le pull. Puis là, j'ai vu la foudre qui était dessinée sur le... Et j'ai compris qu'on a reçu la foudre et puis qu'il y a eu comme une explosion et puis qu'il était brûlé. Alors, je savais pas du tout si le cerveau fonctionnait encore, hein, mais en tout cas, il respirait. Non, il était bien loin, bien loin. Lucas a été dans le coma pendant quelques 30 minutes. Il a fallu 2 heures avant que les secours n'arrivent et qu'il ne soit téléporté à l'hôpital de Sion. Et puis, il est parti dans une mini petite alouette de nuit. Il est parti, puis après... Après, on s'est tous serrés dans les bras. On a pleuré. Entre la vie et la mort, Lucas touche au nirvana, alors que sa famille est éplorée. C'était il y a 24 ans, pourtant les souvenirs de son EMI sont intacts, une des particularités bien connues du phénomène. C'est comme si je plongeais dans un bain de particules scintillantes, comme ça.
comme des atomes qui brillent, mais qui sont toutes en harmonie les unes avec les autres, mais qui n'avaient pas de dimension, il n'y avait pas de dimension, il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de haut en bas, il n'y avait pas le ton, mais tout était en harmonie, tout était en connexion, tout était interconnecté. Et puis je voyais une petite silhouette de barque qui avançait dans ce monde, et je sentais que ce bateau qui était légèrement dessiné, qui était aussi particules, qui était en lien avec ces autres particules qui étaient autour. Il y avait une espèce d'harmonie, une espèce de paix extraordinaire, il n'y avait pas de dualité, il n'y avait pas le moi. C'était que, je pense, ma conscience qui était allée dans ce lieu-là. C'est très difficile à imaginer parce que nous, on vit dans le temps, on vit dans la dimension, on a un corps, et tout ça, ça n'existe plus. Et c'est que particules. Et c'était un souvenir extraordinaire parce que c'était vraiment un bonheur comme je n'ai jamais vécu. C'était parfait, quoi. Certains ont l'expérience d'une frontière à ne pas dépasser. Pour d'autres, il ne faut pas franchir le fleuve qui sépare le monde des vivants de celui des morts, comme dans la mythologie. Et là, il y avait quelque chose qui s'était passé. Cette barque, elle avançait comme ça, qui était lumineuse comme ça. Il y a une barque qui était venue de ce côté-là. Elle était noire. Et puis elle s'est essayé de s'accrocher à celle-là. Il y avait une espèce de lutte pour s'accrocher. Puis d'un coup, ça s'était passé après. Et puis ça m'a tiré en dehors de ce monde lumineux de particules. Donc il y a eu réellement une lutte pour me réintégrer dans le corps, pour que je ne parte pas, probablement, peut-être définitivement. C'est quelque chose de fort là, que j'ai vécu, parce que je n'ai jamais vécu un sentiment aussi puissant d'harmonie, et puis de cet autre monde qui est tellement différent de la nôtre. Je dis, waouh, là il y a quelque chose qui est super, quoi. Si chaque EMI est unique, de nombreux éléments sont récurrents, comme une sensation de bien-être jamais connue auparavant. C'est seulement le lendemain que la famille de Lucas peut le retrouver à l'hôpital. Celui qui s'occupait de Lucas était un ami, donc j'ai dit, je viens voir Lucas. Ah, c'est ton mari? On ne sait pas pourquoi il est vivant, mais en tout cas, c'est un rescapé, ou comme on dit. Ouais. Sacrée aventure, hein? Ouais. Brûlé et le corps gonflé, Lucas passe plusieurs jours aux soins intensifs. Quand il rejoint finalement sa famille au chalet, il expérimente une sensation inédite jusqu'alors. Le soir, quand j'étais couché dans le lit, je me souviens que je suis ressorti de mon corps. Je dis, ah, mais c'est incroyable. J'ai réessayé un petit peu. Donc, je fais un peu ce passage de sortir et de rentrer. Et en même temps, je me dis, tiens, il y a l'ouverture de la fontanelle, je ne sais pas quoi, qui s'était fait, qui était encore là. Et je me dis, ouais, je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, je ne veux pas abuser de la situation. Hein. Mais je sentais que j'étais fragile. Il y avait quelque chose que j'étais lié avec un autre monde. La décorporation, c'est-à-dire la capacité de sortir à volonté de son corps, paraît se développer chez les expérienceurs, passant de 8% avant une EMI à 49% après. Lucas mettra plus d'une année à se remettre physiquement de ses brûlures et de son EMI, car ces sensations étranges ont perduré longtemps. Je mettais par exemple la main ici sur mon sternum comme ça. C'était comme si j'étais à côté de moi. Je n'étais pas dans mon corps. Comme s'il y avait deux corps qui étaient là. Et donc il me fallait une grande volonté mentale
pour accepter ce décalage entre mon corps physique et le corps, ou ce sentiment de décalage, d'être en dehors de mon corps. Et puis moi, j'étais allé voir un peu la médecine traditionnelle. Ils disent, prenez des médicaments, Et puis je dis, non, je ne veux pas prendre des médicaments. Désemparé, Lucas va voir une infirmière magnétiseuse. Quand j'étais allé la voir après l'accident, elle m'a tout de suite dit, oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes complètement dehors de votre corps. Et j'ai dit, oh oui, je le sais, je le sens. Puis elle dit, écoutez, je vais essayer de vous remettre. Et puis je suis allé 3 ou 4 fois chez elle. Et je sentais que les 2 corps, ils se remettaient un sur l'autre. Jusque j'étais de nouveau bien. Après, j'ai pu lui dire, ah oui, super, cette chose-là qui était à côté de moi, il est de nouveau dans mon corps. Cette expérience de partir dans cet autre monde, en tout cas pour moi, elle était toujours plus forte que tout le reste qui est arrivé. Si je peux m'approcher le plus possible de cette lumière, de ces sentiments, de ces... Je ne sais pas si c'est comme des atomes ou des particules et tout ça, avec mon art. Donc après, je me dis, si je travaille avec le feu. Artiste plasticien, Lucas n'a eu de cesse depuis son NEAMI de tenter de reproduire dans ses œuvres la lumière qu'il a expérimentée. En quoi cette description de cet ailleurs, c'est différent d'un rêve ou d'une hallucination? Peut-être c'est du même ordre. Mais l'évocation est tellement puissante, elle est tellement forte que il y a des rêves qui partent. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment marqué. J'ai ça dans moi, c'est dans mes cellules, c'est omniprésent. Il y a quelque chose qui survit, quelque chose qui est inaltérable. Les chercheurs ont identifié que les souvenirs DMI diffèrent des souvenirs réels ou imaginaires, car l'intensité demeure. Ils sont plus riches en émotions et informations sensorielles. Rien à voir avec la confusion et l'agitation des hallucinations provoquées par un manque d'oxygène. Dans le monde des scientifiques, le phénomène des expériences de mort imminente est mal perçu et souvent dénigré. Pourquoi une telle défiance ? C'est un tabou dans la communauté scientifique parce que c'est quelque chose qui n'est déjà pas compris. Dans le monde scientifique, on n'aime pas ce qu'on ne comprend pas. Et encore pire, je pense, dans le milieu médical. Mais on est formaté comme ça dans nos études. Et c'est un tabou parce que aussi, ça touche peut-être à des dogmes religieux. Puisque la sensation de bien-être qui est vécue dans l'expérience de mort imminente, la lumière, les êtres de lumière, des fois le monde un petit peu paradisiaque qui est vécu renvoie au paradis. Certains patients vont dire avoir rencontré Jésus, avoir rencontré Dieu, avoir rencontré Allah, avoir rencontré peu importe la personne. Et ça, le problème, c'est que ça braque beaucoup de médecins. Parce que pour eux, les expériences de mort imminente viennent des religions. Mais toutes les études s'accordent à dire que, quelle que soit la croyance de la personne, tout le monde vit une expérience de mort imminente et à la même fréquence. C'est-à-dire que la religion n'explique pas ce facteur. Cardiologue néerlandais, Pim van Lommel est la référence mondiale sur les EMI. Il a publié en 2001 une étude incontournable dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. À l'époque, sa recherche a bouleversé le milieu médical car elle démontre que l'on peut être conscient pendant une période où toutes les fonctions cérébrales ont cessé. C'est un peu par hasard qu'il s'est intéressé au phénomène. Il est jeune médecin en 1969 quand les réanimations cardiopulmonaires commencent à être pratiquées. J'ai suivi un patient qui avait eu un arrêt cardiaque. Après plusieurs défibrillations, il est revenu à lui. L'équipe de réanimation et moi étions très heureux, c'était tout nouveau pour nous. Mais le patient semblait, lui, très déçu de se réveiller. Il nous a parlé d'un tunnel, de lumière, de musique et de paysages magnifiques. C'était bien avant la terminologie bien connue aujourd'hui de NDE.
C'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser, parce que nous avions toujours appris à l'université que la conscience était le résultat du fonctionnement cérébral. Donc, ça devait être impossible d'avoir une expérience de conscience élargie en étant inconscient, en raison d'un manque de circulation sanguine et d'un manque respiratoire. Les personnes en arrêt cardiaque sont en mort clinique. Si on n'entame pas la réanimation dans les 5 à 10 minutes, elles meurent. Il s'agit là de la première étape du processus de mort. Sa curiosité aiguisée, 20 ans plus tard, Pim van Lommel met sur pied la première grande étude prospective, c'est-à-dire sur le long terme en comparant 2 groupes de patients. Il a suivi 344 survivants d'arrêt cardiaque pendant 8 ans. En 1988, nous avons commencé une étude prospective dans 10 hôpitaux hollandais pour rechercher si nous pouvions trouver des explications aux causes et au contenu des Near-Death Experience. Nous avons découvert que 18% des patients ont rapporté avoir vécu une NDE, ce n'était pas le cas pour 82%. Nous avons alors comparé les 2 groupes, ceux qui avaient des souvenirs de NDE et ceux qui n'en avaient pas suite à leur arrêt cardiaque. Nous avons comparé la durée des arrêts cardiaques. 2 minutes ou 8 minutes, ça ne changeait rien. La durée d'inconscience, 5 minutes d'inconscience ou 3 semaines de coma, cela n'avait pas d'incidence. Une réanimation cardiopulmonaire simple ou compliquée avec intubation et beaucoup de médicaments, pas de différence non plus. En d'autres termes, la gravité du traumatisme et des lésions n'est pas ce qui détermine la survenue d'une EMI. Et ce n'est pas tout. Dans notre étude, nous avons pu exclure le manque d'oxygène au cerveau, l'anoxie sévère comme explication d'une des causes de NDE, car il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif qu'il ne s'agit pas de rêve ou d'hallucination? Eh bien, pour avoir une hallucination ou un rêve, il faut un cerveau qui fonctionne. Or, durant un arrêt cardiaque, le cerveau ne fonctionne plus. Ainsi, par définition, ça ne peut pas être une hallucination, une illusion, un délire ou un rêve. Dans son étude, Pim van Lommel a aussi pu mettre en question les causes souvent invoquées, les endorphines, l'adrénaline, les neurotransmetteurs, le gaz carbonique, car aucune de ces hypothèses n'explique intégralement le phénomène. Les expériences de mort imminente peuvent se produire à l'occasion d'accidents, d'accouchements difficiles, de noyades, de longues maladies ou encore d'opérations qui tournent mal. C'est ce qui est arrivé à Patricia il y a 16 ans. Mère de 5 enfants, cette jurassienne qui a les pieds sur terre est à la tête d'une entreprise qu'elle dirige avec son mari. À 39 ans, alors qu'elle subit une intervention chirurgicale banale, elle a une réaction allergique mortelle et fait 2 arrêts cardiaques. Elle sera mise 5 jours en coma artificiel. Denis, son mari, nous raconte comment les médecins lui annoncent que tout ne se passe pas comme prévu. J'entends et je finis par comprendre qu'il y a eu quelques petites complications. Et à un moment donné, c'est plus que ça. Je comprends que c'est intense puisqu'on m'annonce que ma femme est décédée. Je me suis retrouvée très bizarrement au-dessus de mon corps. Et là, je me suis vue pour la première fois, reconnue, parce que il m'a fallu un temps de reconnaissance, et je me suis vue totalement branchée, intubée, mais je me suis bien reconnue, et je me suis vue pour la première fois, mais dans un drôle d'état, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, le temps que je me dise ça, eh bien, j'étais déjà partie ailleurs. J'ai revisité et revu toute ma vie en boucle. Je survolais cette vie. Donc, comme si on me montrait en film ma vie. Et là, en fait, je suis partie à un autre endroit. J'étais énergie. J'étais en fait une étoile. Et j'étais tellement sereine, tellement bien. Je vivais l'espace.
J'étais l'espace. J'étais le cosmos. Et là, je me suis retrouvée en train d'être aspirée par une lumière qui s'est imposée à moi. Comme si je remontais du fond d'une piscine. On remonte et j'étais aspirée avec une ouverture du cœur, mais une dimension d'amour inconditionnel. Je dirais inconditionnel puisque tout ce que je sentais était sans condition. C'est de la magnificence. On n'arrive pas trop à exprimer. Ça devient des superlatifs quand on veut parler de ce ressenti et de cette rencontre avec cette énergie d'amour. J'ai entreaperçu des formes longilides qui étaient très lumineuses, avec comme des aubes. Je voyais pas leur tête, mais j'ai vu leurs ailes, des énormes ailes, et qui m'ont dit « Tu ne dois pas rester, tu as beaucoup de choses à faire, tu dois repartir. » Et quand j'ai entendu « repartir », en fait, on m'a pas donné le choix. On m'a pas donné le choix. Et toute cette communication, elle était en télépathie. Et quand j'ai entendu repartir, eh bien, je étais carrément réaspirée dans mon corps. Un corps qui était déjà gonflé. Donc le cœur s'était arrêté, était sous adrénaline. Et là, j'ai eu l'impression de rentrer dans une boîte d'allumettes. J'ai eu très mal. C'était violent. Violent de revenir d'un espace d'amour illimité où l'énergie est tellement subtile, il n'y a rien de grossier, tout est lumineux, tout est là. Et puis revenir dans un corps qui était mal en point, et puis c'est réducteur, de la place très réducteur. Donc du coup, je me suis sentie mal en venant, c'est vrai. Mais ce qui a été après assez impressionnant, c'est le moment où on m'a annoncé qu'en fait, elle était revenue à la vie. Qui ne comprenait pas. En fait, on m'annonce la fin, puis ensuite on me dit désolé, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle est revenue à la vie. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle qui m'a été annoncée en même temps, on me dit on ne devrait pas non plus trop vous réjouir. Vous pouvez vous attendre à de grosses séquelles, du genre quelqu'un qui savait l'état de légumes, en gros, c'est ce que ça voulait dire. Il y a un moment donné, je veux tester. Je mets mon doigt dans sa main et je lui dis Patricia, si tu m'entends, serre mon doigt. Donc il me prenait la main et je l'ai entendu me dire c'est Denis ton mari, est-ce que tu me reconnais? Puis je me suis dit mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Bien sûr que je le reconnais. Alors là, c'est la plus belle des scènes de tout. Hein. Je me souviens quand je sens sa main qui serre mon doigt. En fait, j'ai l'impression que, en fait, c'était le retour. En fait, c'était ça. Ils n'ont pas, a priori, dit une seule fois que j'allais pouvoir vivre normalement. Donc c'était assez intéressant, troublant. En tout cas, ça a été pour moi une épreuve inoubliable. C'est une forme de démonstration que dans la vie, il y a des choses qui peuvent dépasser l'entendement, mais que malgré tout, ça existe. Santé bonheur à tous les présents et ceux qui sont absents. Santé bonheur. Vous entendez, tous ceux qui sont morts de soif. Hein. Le professeur qui est venu après dans ma chambre m'a dit en fait, évidemment que vous nous avez fait très peur et vous pouvez dire que vous êtes une miraculée. Voilà. Au Coma Science Group, où les récits de milliers d'expérienceurs sont analysés, ce type de vécu incroyable qui touche aux frontières du réel sont très nombreux. Ces personnes qui nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et qui
n'est pas compatible avec les lois de la physique, de la biologie. Ils ont traversé des murs, rencontré des personnes décédées. Pour moi, le défi, il est là. C'est être plus attentif à la phénoménologie. Il n'y a que la personne qui l'a vécu qui vraiment sait ce qu'elle a vécu. Et puis, quand même, ça c'est les scientifiques en moi, de faire ces mesures objectives. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on a sous-estimé ce qui se passe dans le cerveau, dans l'esprit de quelqu'un qui est dans une situation d'inconscience, qui ne répond plus, qui peut être dans le coma. Et donc là, les machines, les IRM, les EEG, le PET scan, nous donnent une valeur ajoutée. Moi, au bord du lit, je suis limité. Et donc, c'est utile de voir qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau et comment faire des corrélations entre ce que la personne vit et ce qu'on mesure. Il y a quand même quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, dire quand se produit l'expérience de mort imminente au cours d'un arrêt cardiaque. Est-ce que c'est juste avant que le cerveau s'arrête électriquement? Est-ce que c'est pendant que l'électroencéphalogramme est plat? Est-ce que c'est juste après? On n'a pas encore vraiment suffisamment de preuves pour situer précisément cette expérience. Votre expérience de mort imminente, est-ce que ça pourrait être un rêve? Non, je pense pas que ça soit un rêve. Je pense que, en fait, c'est une réalité d'un vécu qui est totalement vrai. C'est ma vérité. C'est absolument pas imaginaire. Cette expérience de mort imminente, c'est l'expérience de ma vie, bien sûr. Puisque j'ai touché l'essentiel, l'amour. L'amour. En fait, c'est ça que j'ai touché. Vraiment. Je suis désolée. L'émotion ravivée à l'évocation du Néhémie est emblématique et les chercheurs tentent de faire le pont entre ces récits remplis de superlatifs et leurs mesures scientifiques. On arrive à expliquer des fois des bribes d'expériences de mort imminente. La sortie de corps, effectivement, quand on déclenche le lobe temporal, les gens ont l'impression de se voir de haut, même si ce n'est pas tout à fait la même vision. Le manque d'oxygène, effectivement, peut expliquer des fois la vision un peu d'un tunnel, la lumière, le champ de vision qui se rétrécit. Généralement, quand il y a un manque d'oxygène, on est aussi confus, c'est-à-dire qu'il y a une sensation d'être embrouillé, etc. Alors que dans les expériences de mort imminente, on a une sensation vraiment extrêmement de lucidité, de clarté, qui n'a rien à voir. Donc on en est, je pense, au début de la recherche là-dessus. Donc il faut encore avancer. Mais on ne peut pas réduire l'expérience de mort imminente à une seule cause. Laurence, militaire de carrière, était une sportive d'élite. À 22 ans, elle a vécu une EMI considérée très complète. C'était suite à un grave accident de ski. J'ai fini ma glissade dans un arbre. Très rapidement, j'ai eu la sensation de douleur et de froid. Et je suis sortie de mon corps tout à fait spontanément. Je me suis dit, tiens, si j'allais voir en haut de l'arbre. Et donc, juste avec l'intention, je me suis retrouvée au sommet de l'arbre. Et j'avais la même vue qu'une caméra pouvait avoir depuis le sommet de l'arbre. Et puis voir mes camarades pisteurs qui se sont approchés. Et puis au moment où l'un m'a touchée, je suis redescendue en catastrophe, on va dire, parce que le contact physique m'a obligée à revenir dans le corps, quoi. Laurence était très gravement accidentée. La boîte crânienne fendue de part et d'autre, des fractures de la jambe, du bassin et des lésions à la colonne vertébrale. À l'hôpital, ces sensations extraordinaires se poursuivent. J'ai senti que je maîtrisais plus rien, quoi, que ça, voilà, là, ça allait repartir. Et de là, effectivement, j'ai vu tout un panorama avec plein de choses insolites. Il y avait une forme d'émerveillement, puis de gourmandise, d'aller au-delà. Par la diversité des êtres qui étaient là-bas, des couleurs, des sons aussi à certains moments. Finalement, quelque chose dont j'avais jamais fait l'expérience ailleurs. Voilà. Un des êtres qu'elle voit s'approche et l'emmène dans une niche pour assister à une projection.
D'abord, j'ai vu la Terre en petite orange dans l'espace, puis progressivement, elle a grossi. Et puis le zoom a continué jusqu'à partie d'un continent, et puis d'un pays, etc., jusqu'à une cour dans une petite ville, quoi, pour faire apparaître une maman qui était assise sur le perron. Et soudainement, le bébé a ouvert les yeux. Et là, quand le contact visuel s'est établi, j'ai su que ce bébé, c'était moi. Et donc, il y a eu une espèce de surprise de me voir bébé, quoi. Et donc, la projection s'est poursuivie et j'ai pu voir, en fait, toute ma vie en rétrospective jusqu'au moment de l'accident, au pied de l'arbre. Voilà. Et ça vous a fait quoi comme sensation de voir se dérouler de votre vie? C'était un peu désagréable dans le sens où la projection avait la particularité de me faire me rendre compte de comment mon comportement a eu des effets négatifs dans mon entourage, quoi. À 22 ans, je n'avais pas eu l'impression que mon comportement ait été préjudiciable véritablement à des tiers, quoi. Et en fait, si. Et donc, ça m'a un peu contrariée comme cette affaire. Si le monde scientifique reconnaît l'existence du phénomène des EMI, la controverse porte sur les hypothèses pour en expliquer les causes. On va dire qu'il y a deux grandes théories, si on les sépare en deux. Les théories qu'on appelle matérialistes, c'est-à-dire qui vont partir du principe que l'expérience de mort imminente tire son origine d'un problème cérébral, d'un problème à l'intérieur du cerveau, quel qu'il soit, et les théories qu'on appelle non matérialistes, qui vont partir du principe que l'expérience de mort imminente est une preuve que la conscience survit après le corps, en dehors du cerveau, et que le cerveau jouerait ce rôle d'émetteur-récepteur avec la conscience qui serait toujours en permanence à l'extérieur du corps. L'hypothèse d'une conscience délocalisée, c'est-à-dire extracorporelle, serait, selon les non-matérialistes, la seule qui pourrait expliquer l'entièreté du phénomène des EMI grâce à la physique quantique. Cette hypothèse révolutionne les mentalités. Pour moi, la science, c'est de n'exclure aucune hypothèse tant qu'on n'a pas de preuves fondamentales en la faveur d'une théorie précise. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tranché, on doit continuer d'explorer. Et est-ce que votre expérience s'est arrêtée là ou il y a une suite? Non, c'était le début d'une grande aventure parce que j'ai passé 4 mois dans le coma. Et effectivement, au fil du temps, dans ce séjour ont été inclus des périodes de soins, on va dire, où je devais aller, le guide m'amenait dans un lieu particulier qui était dédié à la réparation, puisque assez rapidement, le guide m'a dit que je repartirais. Et donc, pour repartir, il fallait être en état physiquement, intellectuellement, voilà. Et donc la réparation s'est faite à la fois là-bas et dans les hôpitaux et cliniques où j'ai été amenée. Outre la guérison, Laurence a eu accès à une connaissance universelle. Cet élément fait partie des spécificités reconnues qui qualifient une expérience de mort imminente. Le guide, donc mon interlocuteur habituel, m'a dit que ici je pouvais rencontrer des êtres qui pouvaient répondre à toutes sortes de questions. Voilà. Et donc, comme j'avais un naturel assez curieux, je me suis dit, non mais c'est carrément génial ici. on peut à peu près tout savoir, voilà. Et puis un être est venu et il a effectivement répondu à mes questions, sans détour, de façon très pragmatique, au-delà, on va dire, des dogmes, des aspects culturels, idéologiques et religieux. J'ai rencontré tant de personnes qui ont eu une NDE. J'ai reçu des mails du monde entier, 10 000 mails du monde entier, émanant de personnes qui partageaient leur expérience avec moi et leur transformation. Alors je connais ces changements. Certains m'ont aussi fait part de leur capacité à guérir. Cela ne me surprend plus. J'étais surpris il y a 30 ans, je ne le suis plus aujourd'hui. Un des aspects très importants des NDE, c'est l'aspect véridique des décorporations. C'est ce qu'on appelle la corroboration. Il y a eu des études où les patients ont raconté précisément ce qui était arrivé pendant leur arrêt cardiaque.
Récemment, un livre a été publié avec plus de 100 cas de patients dont les perceptions véridiques ont été corroborées. Il a ainsi été prouvé qu'étant dans un coma profond ou sous anesthésie générale, ils se sont vus en dehors de leur corps et ont aussi vu la réalité qui se passait autour d'eux. Le récit de Laurence touche aussi au paranormal. Pendant son EMI, alors qu'elle était dans le coma, elle a rencontré un défunt qu'elle ne connaissait pas, le père d'un camarade d'école. Il lui a livré un petit nom affectueux, utilisé dans la famille, Choupette. À sa sortie d'hôpital, Laurence croise le jeune homme avec qui elle était en classe. J'avais envie de le revoir, ce jeune, et puis surtout lui dire que j'ai eu cet échange avec son père, ce qui est quand même assez insolite. Puis là, je lui ai dit, c'est que j'ai été dans le coma, voilà, après un accident de ski. Il me dit, oui, j'en ai entendu parler. Et puis je lui ai dit, là-bas, j'ai rencontré des êtres dont j'ai eu contact avec certaines personnes qui ont été décédées, quoi. Et il me dit, oui, il paraît qu'on peut avoir des contacts avec des défunts. Et puis je lui dis, une des personnes, c'était ton père, quoi. Il m'a parlé de ton frère et de ta sœur, et puis de votre intimité et de sa choupette. Et puis là, au moment de prononcer le mot, il ouvre quand même les grands yeux, et puis il me dit, comment tu sais ça? Alors je dis, je sais ce que je suis en train de te dire, c'est ton père qui m'en a parlé, quoi. Et puis il y a eu un moment d'hésitation, et puis il me dit, ah oui, quand même. Et il y avait certainement un autre questionnement, mais où il n'a pas osé le formuler ou autre, et puis il s'est refermé et il a dit, il faut que je prenne mon train. Enfin, manifestement, je l'ai quand même un peu ébranlé, le pauvre. Cette anecdote troublante est significative, car l'information rapportée par Laurence a été corroborée par un tiers. Ce type d'expérience est typique des EMI. Quand on parle d'un sujet qui touche éventuellement un peu peut-être au paranormal, à la religion, etc., des choses comme ça, du coup, un scientifique n'aime pas ça, parce qu'un scientifique se base sur les preuves. Et pourtant, les preuves, elles sont là. C'est-à-dire que les preuves, elles sont là, c'est les discours des patients, c'est ce qu'ils vivent, on sait que ça existe, on sait maintenant que c'est pas des hallucinations, etc. On a un réel phénomène à explorer, et les patients, en plus, ont tout intérêt à ce qu'on s'intéresse à ce phénomène-là, parce qu'ils le vivent souvent mal. Alors, est-ce qu'on a obtenu des images? Oui, certainement. Est-ce qu'on a compris le phénomène? Non. Je pense que tant qu'on n'a pas compris ce grand mystère qu'est la conscience humaine, je resterai prudent. Et personne ne peut expliquer l'expérience de mort imminente qui, pour moi, sont présentées de manière un peu trop noir-blanc. J'y crois pas. Je trouve que ça mérite un peu plus de curiosité. C'est ça la recherche, la vraie. C'est essayer de vraiment repousser les frontières de notre connaissance. Peut-être mieux dire de notre ignorance. Mon message, ça serait plutôt de continuer à étudier ce phénomène tout en étant tous réunis et arrêter de se batailler sur l'origine intracérébrale ou extracérébrale. Moi, j'accompagne les patients au quotidien et je les suis tout au long de leur vie. Et je pense qu'il est du rôle du médecin généraliste d'aborder cette expérience telle qu'elle a été vécue par les patients, quelles répercussions ça a sur leur vie et de lever ce tabou si la personne est prête à en discuter. Il a fallu du temps à Véronique pour trouver un véritable interlocuteur. Inquiet de ses propos, son précédent généraliste l'avait envoyé consulter un psychiatre. Et j'ai failli me retrouver en psychiatrie. Hein. Ah oui. Déjà, je suis tombée sur un médecin qui, alors, n'y croyait pas du tout, déjà, qui n'avait jamais entendu parler de ces choses-là. En fait, ces choses-là, pour lui, c'était des choses que les gens inventaient quand ils avaient des problèmes de folie. Donc pendant 2 ans, il m'a mis sous traitement. En fait, c'était pas ça qu'il me fallait, c'était pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Il fallait une écoute. Et par contre, quand j'ai rencontré le docteur Lallier, il m'a dit, mais non, vous n'avez pas de problème de folie ou quoi que ce soit, non? Vous n'avez pas besoin de ces médicaments-là. Aujourd'hui, ça représente quoi, cette expérience que vous avez eue? J'ai changé, j'ai énormément changé. Je me sens plus détendue. C'est un apaisement que j'ai chez moi. Je n'étais pas croyante et j'y suis pas plus aujourd'hui.
Je pense pas que c'est une histoire de religion. Je pense surtout que c'est une histoire d'amour. Je ne suis pas comme les personnes qui disent oh, « j'ai vu Dieu ». Non, j'ai pas vu Dieu, moi. Moi, j'ai vu ma grand-mère et mon père. Est-ce que votre vision de la mort a changé? Ah oui. Ah oui, j'ai pas peur. J'ai plus peur. Dans mon esprit, maintenant, je sais que voilà, on part, mais pour autre chose. Voilà. C'est pas douloureux, en tout cas. Pien van Lommel est le premier à avoir étudié sur le long terme l'évolution des patients qui avaient eu une crise cardiaque avec et sans EMI. Dans son article publié dans le Lancet, il constate de grandes différences entre ces deux groupes. La transformation que nous entendons habituellement, les gens n'ont plus peur de la mort. Ils sont convaincus qu'il y a une continuité de la conscience après la mort. Ils ont une nouvelle perception quant à ce qui est important dans la vie, à savoir l'amour inconditionnel, la compassion, l'empathie envers soi-même, envers autrui, envers les animaux, les plantes et la nature, parce qu'ils sont connectés. D'ailleurs, les NDE sont aussi appelées les expériences d'unité, où vous vous sentez connecté à tout et à tout le monde. Lucas, qui a eu la vision d'une barque pendant son EMI, a fait des recherches dans les musées et les bibliothèques. Il s'en est inspiré dans son travail artistique qu'il présente à une amie. En fait, c'est une barque pour aller dans le au-delà. J'ai trouvé ça autour du monde, partout. Chez les Égyptiens, chez les Papouas-Nouvelle-Guinée, en Grèce, d'Irlande du Nord, et en Afrique, en Amérique du Nord, chez les Indiens. J'ai trouvé vraiment partout ces illustrations. Donc c'est quelque chose, un patrimoine qui nous appartient, à l'humanité. Cette expérience-là, il m'a donné la certitude. Ça m'a donné un calme, une tranquillité, une sérénité. Ça m'a un peu plus connecté encore avec ça qui m'entoure. Bien sûr, les gens ils diraient que c'est une expérience mystique, spirituelle, mais on n'a pas besoin de faire une église, on n'a pas besoin de faire une religion, on n'a pas besoin de... Il suffit d'aller dehors dans la nature, de regarder qu'est-ce qui se passe, et puis on a l'image de cette chose extraordinaire qui se concrétise, qui se matérialise dans la nature. Vous avez touché à quoi? Au sacré, je pense, quelque chose de sacré. Malgré toutes les recherches au niveau mondial, les expériences de mort imminente demeurent pour l'heure un mystère de l'humanité. J'ai bien compris que j'avais fait, en fait, une expérience, effectivement, de mort imminente, de mort provisoire, et que je revenais avec un autre potentiel. D'un seul coup, je pouvais parler de médiumnité, alors que jamais, juste avant mon accident, je pouvais en parler. Il y a le monde visible, il y a le trottoir, il y a les gens, il y a tout ce qui se passe dans la vie terrestre, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Le monde invisible, pour moi, est devenu bien plus vivant que le monde visible. Après une expérience de mort imminente, EMI, certains expérienceurs, comme on les appelle, reviennent avec des facultés paranormales. Vous allez entendre des témoignages incroyables qui font l'objet de recherches scientifiques, voyages aux frontières du réel. Lors d'une intervention chirurgicale bénigne, Patricia fait une réaction allergique très grave qui provoque 2 arrêts cardiaques. À son réveil, après 5 jours de coma, elle se souvient avoir vécu une expérience étrange. Plus tard, elle apprendra qu'il s'agit d'une expérience de mort imminente. Mais son histoire ne fait que commencer. Cette mère de 5 enfants à la tête d'une entreprise ne se doutait pas vivre ensuite des transformations radicales. Au fur et à mesure du temps passé dans la chambre, quand je voyais rentrer, par exemple, une infirmière ou en fait des gens de l'hôpital ou d'autres personnes
qui me rendaient visite, je voyais de la couleur autour d'eux. Et quand les gens soit nettoyaient, soit se déplaçaient, la couleur, elle se déplaçait en même temps. Donc là, je me suis dit, c'est très curieux quand même que je vois tout ça. Mais j'en ai parlé à personne. Je me mettais à côté de quelqu'un, je ressentais tout ce qui se passait dans son corps. Je pouvais scanner, malgré moi, l'état de santé de la personne. Si elle avait un organe qui était en difficulté. Et puis alors là, c'était pour moi très troublant de vivre constamment avec les yeux ouverts cette double vie, avec une appréciation d'un champ magnétique que je connectais, qui était plus fort que moi, que je ne maîtrisais pas. Par exemple, j'étais dans un train ou en ville, et j'ai des couloirs de personnes qui n'avaient plus rien à faire sur ce champ terrestre, mais qui étaient un peu encore là. Des gens qui, a priori, étaient décédés depuis un certain temps, qui me parlaient et qui me demandaient de donner des informations. Ça vous faisait peur? Pas peur, mais tellement déconcertant, tellement impossible pour un esprit rationnel. Un bon nombre d'expérienceurs ont des capacités paranormales qu'ils n'avaient pas avant leur NDE, leur Near Death Experience. Pour beaucoup, la survenue de ces aptitudes les désoriente. C'est problématique pour eux car la culture occidentale ne prépare pas les gens à vivre ce type de phénomène. Aussi, les personnes concernées ne comprennent pas ce qui leur arrive. Janice Holden vient de prendre sa retraite en tant que professeure de l'université North Texas. Pendant plus de 35 ans, elle a consacré ses recherches aux expériences de mort imminente et à ses répercussions. Ses paroles très affirmatives peuvent surprendre, mais elle s'appuie sur ses travaux. Elle a publié de nombreux articles académiques et collaboré avec les plus grands experts. Elle est à l'origine de l'expression « Spontaneous Mediumship Experience » qui signifie « expérience spontanée de médiumnité ». Nous avons découvert qu'après leur NDE, presque la moitié des expérienceurs disent voir des personnes décédées. Sans aucun doute, l'expérience de mort imminente ouvre des portes de perception et les expérienceurs perçoivent les défunts autour d'eux. Ils sont nombreux à avoir rapporté qu'en effet, les morts leur demandaient de transmettre un message à une personne encore en vie. Pour les expérienceurs, c'est compliqué à plusieurs niveaux. Parfois, les défunts les dérangent à un mauvais moment pour eux et ils se demandent que faire avec le message qu'ils sont chargés de transmettre. Ils ont aussi appris à mettre des limites face aux défunts. Ils ont appris à leur dire « Non, tu ne peux pas me parler maintenant, laisse-moi ». Et la plupart du temps, les désincarnés coopèrent. Ça marche. Si on en parle à la communauté religieuse, on est possédé, carrément. Si on en parle à la communauté scientifique, ça relève de la psychiatrie. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Je pense que je deviens par moments folle, car je vois des gens qui sont morts, j'entends des choses, j'ai des réponses avant même de poser la question. Et j'ai dû m'organiser avec, j'ai dû appréhender. Je me suis sentie parfois très décalée. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Certains, par la suite, ont des facultés paranormales. Parfois, ils voient l'avenir. Parfois, ils continuent à sortir de leur corps. Parfois, ils se souviennent de vies antérieures. Ils deviennent plus sensibles.
Et les appareils électroniques autour d'eux ont tendance à dysfonctionner. Les transformations profondes et nombreuses des expérienceurs sont bien documentées par les chercheurs. Typiquement, comme Patricia, ils ne sont pas religieux avant leur EMI, mais après, ils se sentent attirés par la spiritualité au sens large. Patricia anime désormais des ateliers de méditation. Et on ressent ce fil doré, cette énergie, cette fréquence. Thérapeute, Karine a aussi vécu une métamorphose bouleversante après son EMI. Elle avait 22 ans quand elle a reçu la foudre alors qu'elle travaillait dans un dispensaire de montagne en Thaïlande. Après la foudre, j'avais les mains comme des énormes paluches qui vibraient jour et nuit. J'avais de l'électricité qui montait, qui descendait dans le corps. En ville, j'allais me promener, je sentais dessous s'il y avait des canaux, de l'eau, des mouvements telluriques. Ça demandait de l'effort de rentrer dans un bus et de ne pas être le bus en entier. Tu comprends? Avec en plus le dessous du bus, la route, plus les lignes en tension. Non mais ça paraît fou, mais franchement c'est ça. À un moment donné, cette hypersensibilité, elle était telle que ça m'envahissait. Et ça m'envahissait dans un espèce de tourbillon, de masse d'informations qui était difficile, voire pas possible à gérer. T'es en capteur-réception tout le temps, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Donc oui, c'est épuisant, parce que c'est épuisant après... comment tu vis ta vie pour toi sans être perturbé tout le temps? Cardiologue mondialement connu, Pim van Lommel a publié en 2001 la première grande étude sur les EMI dans le prestigieux journal médical The Lancet. Il a notamment suivi pendant 8 ans 2 groupes de survivants d'arrêt cardiaque, ceux qui avaient eu un souvenir d'EMI, ceux qui n'en avaient pas eu. Lui aussi a constaté chez les patients de profondes transformations après une expérience de mort imminente. Cette expérience est tellement submergente. Elle change votre vision du monde et vous ne pouvez pas en parler. Les gens traversent souvent des années de dépression, de solitude, de nostalgie. C'est un traumatisme spirituel. Ce n'est pas juste une expérience amusante, c'est un traumatisme spirituel. Ça a mis des années pour mettre des mots dessus. Je savais pas que j'avais vécu une NDA. Karine se souvient parfaitement de son expérience de mort imminente. Elle nous raconte ce qui s'est passé au moment où elle est frappée par la foudre. Là, je commence à choquer. J'ai tout le corps qui choque, c'est comme ça que je l'appelle, hein, qui tremble hein, et qui a des secousses. Et à ce moment-là, je tombe par terre. Je ne sais pas si c'est là ou dans les coins. Pour moi, il y a des lumières dans les coins de mes yeux et dans les coins des pièces. Ça fusionne du plafond à dans mes yeux et je me retrouve dans un ailleurs. Je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, quoi. Je me rappelle que je pensais montagne et c'est comme si j'étais en haut d'une montagne. C'est imagé, hein, mais c'est comme si j'étais en haut d'une montagne à 360. Je pensais derrière, je voyais derrière. Je pensais 360, je voyais que je voyais tout autour de moi. L'air, le grain, le goût, l'image, la couleur, tout est différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit là. Je me rappelle que à un moment donné, j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, dauphin, et j'étais avec les cétacés. En tant que dauphin, bah oui, ça paraît bizarre, hein, mais en tant que dauphin, l'eau, je la sentais sur la peau, et du coup, je devenais l'eau et je devenais la goutte d'eau. Mais je devenais l'océan aussi. Ils vivent une expérience totale.
Il se retrouve dans un univers surnaturel, avec des couleurs, des paysages magnifiques, une musique merveilleuse. Il rencontre une lumière ou un rayon de lumière. Ils ressentent l'amour inconditionnel, la sagesse. Ils ont des visions. Ils rencontrent parfois des proches décédés avec qui ils communiquent. Parfois, ils voient défiler toute leur vie en ressentant les émotions, la conscience des autres. Karine a vécu une expérience de mort imminente considérée très complète, pendant laquelle son beau-père défunt lui est apparu. Son témoignage a duré plus de 2 heures. Aussi, nous ne vous en livrons qu'une infime partie. Il y a eu mon beau-père qui est venu. Ça a été un moment de retrouvailles, c'était un moment touchant. Il m'a dit, tu dois revenir. J'étais pas d'accord. Je voulais pas revenir. C'était exclu et inenvisageable pour moi de revenir. C'est comme s'il me prenait la main et puis qu'on partait vers cette deuxième ailleurs. Et à cet endroit-là, il s'est passé un truc spécial. Mais c'est comme si une part de moi, elle posait 2100, 20, je sais pas combien, plein de questions en même temps, puis en même temps, je recevais les réponses. En même temps, je vivais les réponses. En même temps, j'étais les réponses. C'est bizarre de parler comme ça. Mais c'est vrai que quand on entend comme ça, on peut se dire mais c'était un rêve, des hallucinations? Non, c'était pas. C'est de la folie? Non, c'était pas un rêve, c'était pas une hallucination et c'était pas une folie. Non. Non. C'est quoi la différence avec les rêves? Les rêves, ok, ça peut être plus ou moins palpable, tu peux le goûter ou le vivre, mais quand il est parti, le rêve. Ça, je vois que ça me touche et ça m'énerve, en fait, comme question. Je lui dis, waouh, on est remis en cause en tant que personne qui vivons une NDE ou bien quoi? Je suis désolée, mais je vois que ça m'énerve, ça me touche. Un rêve, c'est une image qui vient, que tu vis à un moment donné et qui part après. Ça fait pas partie de toi. Une NDE, elle fait partie de toi. Une NDE, elle fait partie de tes cellules, elle fait partie de ton âme, elle fait partie de ton intérieur. Tu peux pas la détacher de toi. Ça t'a transformé? Ça, c'est une évidence. Plus l'expérience de mort imminente est profonde, plus la personne est susceptible de développer des capacités paranormales. Et les expérienceurs attribuent le déclenchement de leurs aptitudes à leur NDE. La plupart du temps, les expérienceurs ne parlent pas de leurs capacités paranormales, car ils craignent qu'on les accuse de mentir, de vouloir attirer l'attention, ou qu'on les accuse d'être fous. Il faut un certain temps pour que la personne ait suffisamment confiance pour parvenir à reconnaître qu'elle a vécu une expérience véritable et qu'elle n'est pas folle. Généralement, ces personnes fonctionnent bien dans leur vie quotidienne. Et certaines d'entre elles ont même suffisamment de courage pour en parler aux autres. Les rêves et les hallucinations ne provoquent pas de changement spécifique à long terme, alors que c'est le cas après une NDE. Laurence, elle aussi, a développé des aptitudes hors du commun après son EMI. À l'âge de 22 ans, cette sportive d'élite a eu un très grave accident de ski. Elle est restée 4 mois dans le coma. Depuis, cette ancienne militaire de carrière nous dit avoir conservé la faculté de sortir de son corps, comme bon nombre d'expérienceurs. J'ai gardé effectivement cette capacité de mobilité, de déplacement. Le fait de pouvoir sortir de son corps un peu à volonté, c'est un protocole, puisqu'évidemment, il y a quand même une forme de risque, donc c'est quelque chose qui doit être maîtrisé, quoi. Donc en étant dissocié de son corps physique, la conscience est beaucoup plus libre. On se soustrait aux limitations d'espace et de temps. Cette élévation de la conscience
permet effectivement de se connecter à d'autres, à des personnes ou en détresse ou des personnes disparues. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai été sollicitée par une famille pour la recherche d'une personne disparue dans le massif du Mont-Blanc. Laurence a collaboré avec la gendarmerie nationale. Grâce à ses perceptions et ses indications, le corps de la personne disparue a pu être retrouvé. Un colonel nous a confirmé les facultés médiumniques de Laurence. Les connaissances de la science actuelle ne permettent pas d'expliquer ces phénomènes. Publiée il y a 20 ans, l'étude du cardiologue Pim van Lommel fait encore référence aujourd'hui. Il est le premier à avoir exploré les explications possibles des EMI. Après avoir pu écarter les causes physiologiques, il propose une hypothèse novatrice qui remet en question notre conception de la conscience. Nous avons appris à l'université que la conscience est le produit d'un cerveau qui fonctionne. Ainsi, ça devrait être impossible d'avoir une expérience consciente, une expérience de conscience renforcée avec des capacités cognitives, des émotions, des perceptions, des souvenirs, à un moment où le cerveau ne fonctionne plus du tout. C'est un des principaux aspects de notre étude et aussi de mon livre et de mes articles, c'est de mettre en évidence que quand vous avez un arrêt cardiaque, il n'y a plus aucune activité dans le corps et le cerveau. Nous savons maintenant, grâce à ce type d'études prospectives avec les survivants d'arrêt cardiaque, que cette conscience est manifestée alors que le cerveau ne fonctionnait pas du tout. Donc, pour moi, c'est que, apparemment, on peut expérimenter une conscience à un moment où le cerveau ne fonctionne pas. Il faut donc rediscuter la relation entre la conscience et le cerveau. Après une vie entière de recherche, Pim van Lommel en est arrivé à émettre une hypothèse révolutionnaire. La conscience ne serait pas dans le cerveau. La conscience serait délocalisée, un peu comme le cloud pour un ordinateur. Et notre cerveau fonctionnerait à la façon d'un émetteur-récepteur. Le cerveau aurait une fonction d'interface. Pour comprendre cela, il faut réaliser qu'en ce moment même, il y a un Internet, un cloud avec plus d'1 milliard de sites web, des films sur YouTube. Ils sont toujours là en ce moment même, mais on ne le sait pas. Nous avons besoin d'un ordinateur allumé pour recevoir ces sites web qu'on pourra choisir. Et même quand l'ordinateur est éteint, le cloud existe toujours. L'ordinateur ne produit pas les sites web, l'ordinateur ne produit pas le cloud, mais il reçoit le cloud. Il reçoit les informations du champ électromagnétique des alentours. Généraliste français, le docteur François Lallier, qui a consacré sa thèse aux expériences de mort imminente, nous décrypte ce nouveau concept. Alors comment ça fonctionnerait, cette hypothèse non matérialiste de conscience à l'extérieur du cerveau? Alors ce sont des suppositions, ce sont des théories, on n'a pas de preuves, on est bien d'accord. Mais en fait, le cerveau jouerait un rôle d'émetteur-récepteur, c'est-à-dire que le cerveau commande le corps, il commande nos mouvements, il commande nos conversations, et la conscience serait donc au-dessus de tout ça, et enverrait des informations à ce cerveau, un peu comme un système de talkie-walkie ou de Bluetooth, de Wi-Fi, comme on veut. Et du coup, la conscience serait en permanence hors du corps, ce qui expliquerait pourquoi, quand le cerveau, entre guillemets, s'arrête, mais en tout cas, quand une personne paraît inconsciente, elle puisse se voir de haut et continuer de suivre éventuellement sa réanimation, etc. Ça fonctionnerait un peu sur le principe de la physique quantique, dans le sens où on a montré que la physique quantique, donc qui étudie l'infiniment petit, a déjà prouvé que deux particules peuvent être reliées entre elles, peu importe la distance qui les sépare, et sans lien physique entre les deux. On ne sait pas encore comment exactement, précisément ça marche, mais on sait que si on va bouger un photon, un petit grain de lumière à un côté, et que ce grain de lumière est relié à une autre particule, elle peut très bien être située à des centaines de kilomètres, ça va la faire bouger aussi. Donc ça serait sur ce principe-là, sur le principe de la physique quantique, qu'on pourrait expliquer cette conscience extracérébrale. Maintenant, il faut encore beaucoup de démonstrations scientifiques pour le prouver.
C'est intéressant de constater qu'après une NDE, l'interface de réception a été modifiée de manière permanente. Je parle donc de sensibilité intuitive renforcée, car les expérienceurs pensent ne recevoir que le canal 1 de leur propre conscience, mais ils reçoivent aussi les canaux 2, 3, 4, 5 des autres personnes. Ils reçoivent des informations de très loin. Ils captent les pensées, les émotions des autres. Ils ont des rêves prémonitoires. Ainsi, le filtre de leur fonction de réception a changé de manière permanente. Cette hypothèse de conscience extracérébrale est la seule qui pourrait élucider la totalité des phénomènes inexpliqués des expériences de mort imminente. Expérienceur elle-même, Laurence utilise spontanément le même type de comparaison. Un téléphone portable, par exemple, ne surprend plus personne. Et pourtant, techniquement, il permet de discuter avec ou d'envoyer des images avec quelqu'un au bout du monde, mais sans connexion visible. Voilà. Et pour la conscience, le principe est le même. Il n'y a pas de connexion visible. Il faut avoir la maîtrise de la gamme de fréquences sur laquelle on se déplace. Et par là, il me permet d'être connecté mentalement à quelqu'un qui est au bout du monde. Pour préserver ses capacités intuitives, Laurence mène une vie régulière. Elle ne boit pas d'alcool et pratique quotidiennement yoga et méditation. Durant le coma, j'ai cartographié un petit peu cet ailleurs, parce qu'il y a différents endroits qui ont différentes fonctions, un peu comme chez nous. Par exemple, pour la régénération physique, il y a un lieu particulier qui est très vitalisant. Et quand je suis fatiguée ou quand mon entourage a besoin de beaucoup d'énergie, je pense en particulier à ma fille polyhandicapée, c'est là-bas que je vais pour vraiment faire le plein et puis revenir gonflé, on va dire. Il y a un autre phénomène connu. Pendant leur NDE, certains expérienceurs perçoivent qu'ils ont été guéris des maux dont ils souffraient. Et nombreux sont ceux qui ressentent avoir acquis une énergie de guérison, des capacités de guérison. Ils peuvent, par exemple, quitter leur corps et contacter une source spirituelle qui les aide à guérir et leur permet de guérir les autres. Étiez-vous sceptique au début? Eh bien, il y a une différence entre être sceptique et être critique. J'étais critique, mais j'étais curieux et j'avais un esprit ouvert. Ma définition de la science, c'est poser des questions avec un esprit ouvert et oublier les dogmes que nous avons appris. Sinon, on ne trouve pas de nouvelles idées. Je fais partie d'une minorité de gens qui pensent que la conscience est au-delà du cerveau. Après plus de 30 ans de recherche, je constate que cette minorité grandit. De plus en plus de personnes se rendent à l'évidence et arrivent à cette même conclusion. Je pense qu'il s'agit d'une évolution relative à notre conception de la conscience. C'est une révolution. Et il m'a fallu pas mal de temps avant que je puisse accepter que la conscience n'est pas le produit d'un cerveau qui fonctionne. Pas mal de temps. Il faut des années pour que de nouveaux concepts soient acceptés, parce que ces concepts ne vont pas dans le sens du paradigme actuel. C'est toujours difficile pour les gens de changer de vision du monde. C'est ainsi que va l'histoire.